Chapitre 97, 97, lu par Christian Skobrook. Comment le grand Sancho Panza prit possession de son île et de quelle manière il commença à gouverner. Ô toi qui découvres perpétuellement les antipodes, flambeau du monde, œil du ciel, doux hauteur du balancement des cruches à rafraîchir, Phébus par ici, Timbrius par là, archer d'un côté, médecin de l'autre, père de la poésie, inventeur de la musique, toi qui toujours te lèves, et bien qu'il le paraisse, ne te couches jamais, c'est à toi que je m'adresse, ô soleil, avec l'aide de qui l'homme engendre l'homme, pour que tu me prêtes secours et que tu illumines l'obscurité de mon esprit, afin que je puisse narrer de point en point le gouvernement du grand Sancho Panza. Sans toi, je me sens faible, abattu, troublé. Or donc, Sancho arriva bientôt avec tout son cortège dans un bourg d'environ 1000 habitants, qui était l'un des plus riches que possédât le duc. On lui fit entendre qu'il s'appelait l'île Barataria, soit qu'en effet le bourg s'appela Baratario, soit pour exprimer à quel bon marché on lui avait donné le gouvernement. Quand il arriva aux portes du bourg, qui était entouré de murailles, le corps municipal sortit à sa rencontre. On sonna les cloches, et au milieu de l'allégresse générale que faisaient éclater les habitants, on le conduisit en grande pompe à la cathédrale rendre grâce à Dieu. Ensuite, avec de risibles cérémonies, on lui remit les clés du bourg et on l'installa pour perpétuel gouverneur de l'île Barataria. Le costume, la barbe, la grosseur et la petitesse du nouveau gouverneur jetaient dans la surprise tous les gens qui ne savaient pas le mot de l'énigme, et même tous ceux qui le savaient, dont le nombre était grand. Finalement, au sortir de l'église, on le mena dans la salle d'audience, et on l'assit sur le siège du juge. Là, le majordome du duc lui dit: C'est une ancienne coutume dans cette île, seigneur gouverneur, que celui qui vient en prendre possession soit obligé de répondre à une question qu'on lui adresse, et qui est quelque peu embrouillée et embarrassante. Par la réponse à cette question, le peuple tâte le pouls à l'esprit de son nouveau gouverneur, et y trouve sujet de se réjouir ou de s'attrister de sa venue. Pendant que le majordome tenait ce langage à Sancho, celui-ci s'était mis à regarder plusieurs grandes lettres écrites sur le mur d'en face de son siège. Et comme il ne savait pas lire, il demanda ce que c'était que ces peintures qu'on voyait sur la muraille. On lui répondit: Seigneur, c'est là qu'est écrit et enregistré le jour où votre seigneurie a pris possession de cette île. L'épitaphe est ainsi conçue. Aujourd'hui, tel quantième de tel mois et de telle année, il a été pris possession de cette île par le seigneur Don Sancho Panza, puisse-t-il en jouir longues années. Et qui appelle-t-on Don Sancho Panza? Demanda Sancho. Votre seigneurie, répondit le majordome, car il n'est pas entré dans cette île d'autre Panza que celui qui est assis sur ce fauteuil. Eh bien, sachez, frère, reprit Sancho, que je ne porte pas le Don, et que personne ne l'a porté dans toute ma famille. Sancho Panza tout court, voilà comment je m'appelle. Sancho s'appelait mon père et Sancho mon grand-père, et tous furent des Panza, sans ajouter de Don ni d'autres rallonges. Je m'imagine qu'il doit y avoir dans cette île plus de Don que de Pierre, mais suffit. Dieu m'entend, et il pourra bien se faire, si le gouvernement me dure 4 jours, que j'ardonne ces donnes et qui doivent, par leur multitude, importuner comme les mosquites et les cousins. Maintenant, que le seigneur majordome expose sa question. J'y répondrai du mieux qu'il me sera possible, soit que le peuple s'afflige, soit qu'il se réjouisse. En ce moment, 2 hommes entrèrent dans la salle d'audience. L'un vêtu en paysan, l'autre en tailleur, car il portait des ciseaux à la main. Et le tailleur dit:
Seigneur gouverneur, ce paysan et moi nous comparaissons devant votre grâce en raison de ce que ce brave homme vint hier dans ma boutique. Sous votre respect et celui de la compagnie, je suis, béni soit Dieu, maître tailleur juré. Et me mettant une pièce de drap dans la main, il me demanda: Seigneur, y aurait-il dans ce drap de quoi me faire un chaperon? Moi, mesurant la pièce, je lui répondis que oui. Lui alors dut s'imaginer, à ce que j'imagine, que je voulais sans doute lui voler un morceau de drap. Se fondant sur sa propre malice et sur la mauvaise opinion qu'on a des tailleurs, il me dit de regarder s'il n'y aurait pas de quoi faire 2 chaperons. Je devinai sa pensée et lui répondis encore oui. Alors, toujours à cheval sur sa méchante intention, il se mit à ajouter des chaperons, et moi des oui, jusqu'à ce que nous fussions arrivés à 5 chaperons. Tout à l'heure, il est venu les chercher. Je les lui donne, mais il ne veut pas me payer la façon. Au contraire, il veut que je lui paye ou que je lui rende le drap. Tout cela est-il vrai, frère? Demanda Sancho au paysan. Oui, seigneur, répondit le bonhomme, mais que votre grâce lui fasse montrer les 5 chaperons qu'il m'a fait. Mais très volontiers, répartit le tailleur. Et tirant aussitôt la main de dessous son manteau, il montra 5 chaperons posés sur les bouts des 5 doigts de la main. Voici, dit-il, les 5 chaperons que ce brave homme me réclame. Je jure en mon âme et conscience qu'il ne m'est pas resté un pouce du drap, et je donne l'ouvrage à examiner aux examinateurs du métier. Tous les assistants se mirent à rire de la multitude de chaperons et de la nouveauté du procès. Pour Sancho, il resta quelques moments à réfléchir et dit: ce procès, à ce qu'il me semble, n'exige pas de long délai et doit se juger à jugement de prud'homme. Voici donc ma sentence: que le tailleur perde sa façon et le paysan son drap, et qu'on porte les chaperons prisonniers, et que tout soit dit. Si la sentence qu'il rendit ensuite à propos de la bourse du berger excita l'admiration des assistants, celle-ci les fit éclater de rire. Mais enfin, l'on fit ce qu'avait ordonné le gouverneur, devant lequel se présentèrent 2 hommes d'âge. L'un portait pour canne une tige de roseau creux. L'autre vieillard, qui était sans canne, dit à Sancho: Seigneur, j'ai prêté à ce brave homme il y a déjà longtemps 10 écus d'or en or, pour lui faire plaisir et lui rendre service, à condition qu'il me les rendrait dès que je lui en ferais la demande. Bien des jours se sont passés sans que je les lui demandasse, car il ne voulait pas, pour les lui faire rendre, le mettre dans le plus grand besoin que celui qu'il avait déjà quand je les lui prêtais. Enfin, voyant qu'il oubliait de s'acquitter, je lui ai demandé mes 10 écus une et bien des fois. Mais non seulement il ne me les rend pas, il me les refuse, disant que jamais je ne lui ai prêté ces 10 écus et que, si je lui ai prêté, il ne les a rendus depuis longtemps. Je n'ai aucun témoin, ni du prêté ni du rendu, puisqu'il n'a pas fait de restitution. Je voudrais que votre grâce lui demandât le serment. S'il jure qu'il me les a rendus, je l'en tiens quitte pour ici et pour devant Dieu. Que dites-vous à cela, bon vieillard au bâton? Demanda Sancho. Le vieillard répondit: Je confesse, Seigneur, qu'il me les a prêtés, mais que votre grâce abaisse sa verge, et puisqu'il s'en remet à mon serment, je jurerai que je les lui ai rendus et payés en bonne et due forme. Le gouverneur baissa sa verge, et cependant le vieillard au roseau donna sa canne à l'autre vieillard, en le priant, comme si elle l'eût beaucoup embarrassé, de la tenir tandis qu'il prêtait serment. Il entendit ensuite la main sur la croix de la verge et dit: Il est vrai que le comparant m'a prêté les 10 écus qu'il me réclame, mais je les lui ai rendus de la main à la main, et c'est faute d'y avoir pris garde qu'il me les redemande à chaque instant. Alors l'illustre gouverneur demanda au créancier ce qu'il avait à répondre à ce que disait son adversaire. L'autre répartit que son débiteur avait sans doute dit vrai, car il le tenait pour homme de bien et pour bon chrétien,
qu'il devait lui-même avoir oublié quand et comment la restitution lui avait été faite, mais que désormais il ne lui demanderait plus rien. Le débiteur reprit sa canne, baissa la tête et sortit de l'audience. Lorsque Sancho le vit partir ainsi, sans plus de façon, considérant aussi la résignation du demandeur, il inclina sa tête sur sa poitrine et, plaçant l'index de la main droite le long de son nez et de ses sourcils, il resta quelques moments à rêver. Puis il releva la tête et ordonna d'appeler le vieillard à la canne qui avait déjà disparu. On le ramena, et dès que Sancho le vit, donnez-moi cette canne, brave homme, lui dit-il, j'en ai besoin. Très volontiers, seigneur, répondit le vieillard, la voici. Et il la lui mit dans les mains. Sancho la prit, et l'attendant à l'autre vieillard. Allez, avec Dieu, vous voilà payé. Qui? Moi, seigneur, répondit le vieillard. Est-ce que ce roseau vaut 10 écus d'or? Oui, répondit le gouverneur. Ou sinon, je suis la plus grosse bête du monde. Et l'on va voir si j'ai de la cervelle pour gouverner tout un royaume. Alors il ordonna qu'on ouvrît ou qu'on brisât la canne en la présence de tout le public, ce qui fut fait, et dans l'intérieur du roseau, on trouva 10 écus d'or. Tous les assistants restèrent émerveillés et tinrent leur gouverneur pour un nouveau Salomon. On lui demanda d'où il avait conjecturé que dans ce roseau devaient se trouver les 10 écus d'or. Il répondit qu'ayant vu le vieillard donner sa canne à sa partie adverse pendant qu'il prêtait serment, et juré qu'il lui avait dûment et véritablement donné les 10 écus, puis, après avoir juré lui reprendre la canne, il lui était venu à l'esprit que dans ce roseau devait se trouver le remboursement qu'on lui demandait. De là, ajouta-t-il, on peut tirer cette conclusion, qu'à ceux qui gouvernent, ne fussent-ils que des sots, Dieu fait quelquefois la grâce de les diriger dans leur jugement. D'ailleurs, j'ai entendu jadis conter une histoire semblable au curé de mon village. Et j'ai la mémoire si bonne, si parfaite, que si je n'oubliais la plupart du temps justement ce que je veux me rappeler, il n'y aurait pas en toute l'île une meilleure mémoire. Finalement, les deux vieillards s'en allèrent, l'un confus, l'autre remboursé, et tous les assistants restèrent dans l'admiration. Et celui qui était chargé d'écrire les paroles, les actions et jusqu'au mouvement de Sancho ne parvenait point à se décider s'il le tiendrait ou le ferait tenir pour sot ou pour sage. Aussitôt que ce procès fut terminé, une femme entra dans l'audience, tenant à deux mains un homme vêtu en riche propriétaire de troupeau. Elle accourait en jetant de grands cris. Justice, disait-elle, Seigneur gouverneur, justice. Si je ne la trouve pas sur la terre, j'irai la chercher dans le ciel. Seigneur gouverneur de mon âme, ce méchant homme m'a surpris au milieu des champs et s'est servi de mon corps comme si c'eût été une guenille mal lavée. Ah, malheureuse que je suis, il m'a emporté le trésor que je gardais depuis plus de 23 ans, le défendant des morts et des chrétiens, de naturels et d'étrangers. C'était bien la peine que, toujours aussi dur qu'un tronc de liège, je me fusse conservé intact comme la salamandre dans le feu ou comme la linde parmi les broussailles pour que ce malotru vienne maintenant me manier de ses deux mains propres. C'est encore à vérifier, dit Sancho, si ce galant a les mains propres ou sales. Et se tournant vers l'homme, il lui demanda ce qu'il avait à répondre à la plainte de cette femme. L'autre répondit, tout troublé. Mais bon Seigneur, je suis un pauvre berger de bêtes à soie, et ce matin je quittais ce pays après y avoir vendu, sous votre respect, 4 cochons. C'est bien qu'on m'a pris en octroi, gabelle et autres tromperies, bien peu moins qu'ils ne valaient. En retournant à mon village, je rencontrai cette bonne douaigne en chemin, et le diable, qui se fourre partout pour tout embrouiller, nous fit badiner ensemble. Je lui payai ce qui était raisonnable. Mais elle, mécontente de moi, m'a pris à la gorge et ne m'a plus laissé qu'elle ne m'eût amené jusqu'à cet endroit. Elle dit que je lui ai fait violence, mais elle ment par le serment que je fais ou je suis prêt à faire. Voilà toute la vérité, et sans qu'il n'y manque un fil. Alors le gouverneur lui demanda s'il portait sur lui quelque argent en grosses pièces. L'homme répondit
qu'il avait jusqu'à 20 ducats dans le fond d'une bourse en cuir. Sancho lui ordonna de la tirer de sa poche et de la remettre telle qu'elle était à la plaignante. Il obéit en tremblant. La femme prit la bourse, puis, en faisant 1000 révérences à tout le monde et priant Dieu pour la vie et la santé du seigneur gouverneur, qui prenait ainsi la défense des orphelines jeunes et nécessiteuses, elle sortit de l'audience, en portant la bourse à 2 mains, après s'être assurée toutefois que c'était bien de la monnaie d'argent qu'elle contenait. Dès qu'elle fut dehors, Sancho dit au berger, qui déjà fondait en larmes et dont le cœur et les yeux s'en allaient après sa bourse: Bonhomme, courez après cette femme et reprenez-lui la bourse, qu'elle veuille ou ne veuille pas, puis revenez avec elle ici. Sancho ne parlait ni à sot ni à sourd, car l'homme partit comme la foudre pour faire ce qu'on lui commandait. Tous les spectateurs restaient en suspens, attendant la fin de ce procès. Au bout de quelques instants, l'homme et la femme revinrent, plus fortement accrochés et cramponnés l'un à l'autre que la première fois. La femme avait son jupon retroussé et la bourse enfoncée dans son giron. L'homme faisait rage pour la lui reprendre, mais ce n'était pas possible, tant elle la défendait bien. Justice de Dieu et du monde, disait-elle à grands cris. Voyez, seigneur gouverneur, le peu de honte et le peu de crainte de ce vaurien dénaturé qui a voulu au milieu de la ville, au milieu de la rue, me reprendre la bourse que votre grâce m'a fait donner. Est-ce qu'il vous l'a reprise? Demanda le gouverneur. Reprise? Ah, bien oui, répondit la femme, je me laisserai plutôt enlever la vie qu'enlever la bourse. Elle est bonne pour ça, l'enfant. Oh, il voudrait me jeter d'autres chats à la gorge que ce répugnant nigaud. Des tenailles et des marteaux, des ciseaux et des maillets ne suffiraient pas pour me l'arracher d'entre les ongles, pas même les griffes du lion. On m'arracherait plutôt l'âme du milieu des chairs. Elle a raison, dit l'homme. Je me donne pour vaincu et rendu, et je confesse que mes forces ne sont pas capables de la lui prendre. Cela dit, il la laissa. Alors le gouverneur dit à la femme: Montrez-moi cette bourse, chaste et vaillante héroïne. Elle la lui donna sur-le-champ, et le gouverneur, la rendant à l'homme, dit à la violente non violentée: Ma sœur, si le même courage et la même vigueur que vous venez de déployer pour défendre cette bourse, vous les aviez employés, et même moitié moins, pour défendre votre corps, les forces d'Hercule n'auraient pu vous forcer. Allez avec Dieu et à la malheur, et ne vous arrêtez pas en toute l'île, ni à 6 lieues de la ronde, sous peine de 200 coups de fouet. Allez, décampez, dis-je, enjôleuse, dévergondée, et la renesse. La femme, tout épouvantée, s'en alla, tête basse et maugréant, et le gouverneur dit à l'homme: Allez, avec Dieu, brave homme, à votre village et avec votre argent, et désormais, si vous ne voulez pas le perdre, faites en sorte qu'il ne vous prenne plus fantaisie de badiner avec personne. L'homme lui rendit grâce aussi gauchement qu'il put et s'en alla. Les assistants demeurèrent, encore une fois dans l'admiration des jugements et des arrêts de leur nouveau gouverneur. Et tous ces détails, recueillis par son historiographe, furent aussitôt envoyés au duc, qui les attendait avec grande impatience. Mais laissons ici le bon Sancho, car nous avons hâte de retourner à son maître, tout agité par la sérénade d'Altisidore.